Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on s'attaque à une situation médicale particulièrement piégeuse. L'insuffisance surrénalienne aiguë, l'ISA. Bonjour. Imaginez un peu, une fatigue mais écrasante, des douleurs au ventre terribles, la tension qui chute. Franchement, ça pourrait être plein de choses, non? Une mauvaise gastro, un gros coup de fatigue... Oui, tout à fait. Et pourtant, derrière ces signes qui peuvent paraître banaux, se cache une urgence vitale. C'est ça. Une défaillance hormonale brutale qui met la vie en danger très vite. Et le diagnostic, il n'est pas toujours évident au premier regard parce que les signes sont rarement tous là en même temps. Mais la rapidité de la prise en charge, elle, est absolument cruciale. Alors notre objectif aujourd'hui, c'est de décortiquer ça, cette ISA, en s'appuyant sur une source médicale solide. Comprendre sur que c'est, pourquoi ça arrive, comment on la repère et surtout l'urgence. Alors, comment on intervient? Ok, allons-y. Pour commencer, c'est quoi exactement l'insuffisance surrénalienne aiguë? Alors, l'ISA, c'est une chute soudaine et vraiment sévère des hormones qui sont produites par la partie externe des glandes surrénales, ce qu'on appelle le cortex surrénal. D'accord. Il s'agit surtout du cortisol, l'hormone du stress, on en entend beaucoup parler, et de l'aldostérone, qui, elle, gère notre équilibre en sel et en eau. Et cette perte d'hormones, ça désorganise complètement des fonctions vitales de notre corps. D'où le caractère d'urgence absolue, vraiment. Mais heureusement, c'est un état qui est réversible si on agit vite. Et il y a différents types, je crois. Ça dépend d'où vient le problème initialement. Exactement. En gros, il y a deux grands scénarios. Soit le problème vient directement des glandes surrénales elles-mêmes. Ça, c'est l'insuffisance qu'on appelle périphérique ou primitive. La maladie d'Addison en est un exemple. Ok. Et là, le manque touche à la fois le cortisol et l'aldostérone. Et pour essayer de compenser, l'hypophyse, c'est un peu la glande chef d'orchestre dans le cerveau, elle se met à fabriquer beaucoup plus d'ACTH. C'est l'hormone qui, normalement, dit au surrénal de travailler. C'est un peu comme si le patron criait plus fort parce que l'usine ne répond plus. C'est une bonne image, oui. Et d'ailleurs, cet ACTH qui est très élevé, ça peut avoir une conséquence visible. Ça stimule aussi la production de mélanine et ça donne une pigmentation de la peau, la fameuse mélanodermie. Ah oui. L'autre scénario, c'est l'insuffisance centrale ou secondaire. Là, les surrénales, elles pourraient fonctionner, mais c'est la commande qui vient de l'hypophyse ou même de l'hypothalamus, juste au-dessus, qui est défaillante. Donc il manque de l'ACTH. D'accord. Et dans ce cas-là, c'est surtout la production de cortisol qui est touchée. L'aldostérone, elle, dépend aussi d'un autre système de régulation lié au rein, donc elle est souvent préservée ou moins atteinte. Peut-être juste un mot rapide, pourquoi ce cortisol est si crucial? On l'associe au stress, mais j'imagine qu'il fait bien plus que ça. Ah oui, le cortisol, il est essentiel, tout simplement. Il est fabriqué par les surrénales, ces petites glandes là, au-dessus des reins. Bon, il nous aide à gérer le stress, c'est vrai, mais il régule aussi notre taux de sucre dans le sang. Il maintient la pression artérielle, notamment en augmentant le tonus des vaisseaux sanguins. Quant à l'aldostérone, son job, c'est de retenir le sel et l'eau dans le corps et d'éliminer le potassium. Ok, je comprends mieux. Pourquoi une chute brutale de ces hormones, ça met tout par terre. Vous disiez que les symptômes sont souvent trompeurs. Concrètement, ça donne quoi une ISA? Alors, le signe qu'on retrouve quasiment tout le temps, le dénominateur commun, on peut dire, c'est la déshydratation. Une déshydratation extracellulaire. Le corps perd de l'eau, il perd du sel, et ça se voit comment? Par une tension artérielle qui baisse. Parfois, c'est juste quand on se lève, on a la tête qui tourne. C'est l'hypotension orthostatique, mais ça peut aller beaucoup plus loin jusqu'à un véritable état de choc, avec une tension très basse tout le temps et les organes qui ne reçoivent plus assez de sang. Et ces fameux signes digestifs-là qui peuvent nous envoyer sur une fausse piste. Ah oui, ceux-là, ils sont extrêmement fréquents. Souvent, ils sont même au premier plan. On parle de douleurs abdominales intenses, parfois si fortes qu'elles font penser à une urgence chirurgicale. Vous voyez, une appendicite, une péritonite. On appelle ça un abdomen pseudo-chirurgical. Carrément. Et avec ça, très souvent, des nausées, des vomissements importants, parfois aussi des diarrhées. Et c'est là que ça devient compliqué pour le diagnostic, j'imagine. Exactement, c'est là que le bas blesse. Parce que ce tableau, ça ressemble vraiment à une grosse gastro-entérite. Sauf que dans l'ISA, ça ne s'arrange pas tout seul. Au contraire, ça s'aggrave. Et évidemment, le traitement classique de la gastro, il ne marche pas. Ça retarde le vrai diagnostic. Quels autres signaux d'alerte on doit guetter alors? Une fatigue, mais alors une fatigue extrême, écrasante. C'est constant ça aussi.
Pas juste un petit coup de barre, hein. Une asthénie vraiment profonde, physique, psychique, avec souvent une perte totale d'appétit, l'anorexie. On peut aussi avoir des crampes musculaires, qui sont liées au déséquilibre en sel et en potassium. Et puis, il y a les signes neuropsychiques. Ça peut aller des maux de tête, de la confusion, de l'agitation, ou à l'inverse, un état d'abattement complet, une prostration. D'accord. Dans les cas les plus graves, on peut avoir des convulsions, voire un coma. Souvent, c'est aggravé par le manque de sucre dans le sang, l'hypoglycémie, qui est très fréquente dans l'ISA. Et un truc un peu étonnant, plus de la moitié des patients ont de la fièvre, parfois même élevée, sans forcément avoir une infection. Ah oui, c'est surprenant ça. Et si la personne avait déjà un souci de surrénal chronique, mais sans le savoir, est-ce qu'il y a des indices un peu plus spécifiques qui pourraient nous aider? Oui, tout à fait. Si l'insuffisance périphérique, celle où les surrénales sont atteintes, couvées depuis un certain temps, cette surproduction chronique d'ACTH dont on parlait tout à l'heure, elle peut laisser des traces. La fameuse pigmentation. Exactement, la mélanodermie. C'est un teint un peu hâlé, brunâtre, même sans soleil. Ça se voit surtout sur les zones de frottement, les coudes, les genoux, les plis de la main, les cicatrices récentes aussi. Et on peut aussi trouver des petites taches un peu grisâtres, ardoisées sur les gencives ou à l'intérieur des joues. Quand ces signes sont là, ce sont des indices vraiment précieux. D'accord. Alors maintenant, qu'est-ce qui peut faire basculer quelqu'un dans cette crise aiguë? Quels sont les facteurs déclenchants? Le déclencheur numéro 1, très souvent, c'est une infection. Même une infection qui peut paraître banale, hein, une grippe, une gastro-entérite. L'infection, ça crée un stress pour le corps et ça augmente les besoins en cortisol. Si les surrénales ne peuvent pas fournir ce supplément, c'est la crise. Logique. Un autre grand classique, c'est un stress physique majeur. Une opération chirurgicale importante, un accident grave, une blessure sérieuse. Et pour les personnes qui se savent déjà atteintes d'insuffisance surrénale et qui sont sous traitement, c'est un cas particulier, j'imagine? C'est un point absolument fondamental et malheureusement une cause fréquente de décompensation. C'est soit l'arrêt pur et simple du traitement substitutif par hydrocortisone, soit, et c'est encore plus fréquent, le fait de ne pas augmenter les doses pendant une période de stress. Ah, c'est une erreur à ne pas faire donc. C'est l'erreur classique. Les patients doivent absolument savoir, et on y reviendra, qu'en cas de fièvre, de vomissement, d'infection, ou même avant une petite intervention, il faut augmenter leur dose habituelle d'hydrocortisone. C'est capital. D'accord. Parfois, un facteur moins évident peut suffire, hein. Un effort physique intense, une grosse émotion, un régime sans sel très strict, la prise de certains médicaments diurétiques, ou même juste une déshydratation à cause de la chaleur. Et puis, il faut le dire, parfois, on ne trouve pas clairement de facteur déclenchant. Et face à ces tableaux qui peut être si graves, quels sont vraiment les signaux d'alarme, les signes qui disent « là, c'est critique » ? Oui, il y a plusieurs signes de gravité majeurs à reconnaître tout de suite. Évidemment, le choc circulatoire, la tension très basse, la peau marbrée, les extrémités froides, le fait que la personne n'urine presque plus. L'hyperkaliémie, c'est-à-dire un taux de potassium trop élevé dans le sang. Ça, c'est très dangereux parce que ça peut causer des troubles du rythme cardiaque graves et même un arrêt cardiaque. Ah oui, quand même. Les vomissements ou une diarrhée qu'on n'arrive pas à contrôler, c'est aussi un signe de gravité. Ça aggrave la déshydratation à toute vitesse et ça empêche de prendre le traitement par la bouche. Bien sûr. Les troubles neurologiques sévères, comme un coma ou des convulsions, souvent liés à l'hypoglycémie ou au manque de sodium, l'hyponatrémie. Ça, c'est évidemment critique. Et enfin, un point important, si l'état du patient ne s'améliore pas rapidement une fois qu'on a commencé le traitement hormonal, il faut absolument chercher autre chose en plus, comme une infection sévère, un sepsis qui nécessiterait son propre traitement. Très clair. Alors, une fois qu'on a cette forte suspicion dyslexia, comment on confirme le diagnostic ? Quels sont les examens clés ? Tout en gardant en tête ce que vous disiez et ce que la source insiste, les examens ne doivent jamais retarder le traitement. C'est la règle d'or absolue. On traite d'abord, on confirme ensuite ou en parallèle si on peut. Mais dès que possible, on fait les prélèvements nécessaires. Le bilan sanguin de base, déjà, il est souvent très parlant. L'ionogramme sanguin, c'est l'analyse du sel, du potassium, etc. Oui. Il va souvent montrer une association très caractéristique. Un taux de sodium bas, l'hyponatrémie, et un taux de potassium élevé, l'hyperkaliémie. Ce duo sodium bas, potassium haut, c'est un très fort indicateur du manque d'aldostérone. D'accord. À côté de ça, on trouve aussi fréquemment une acidose, c'est-à-dire que le sang est trop acide, une hypoglycémie, le manque de sucre, et des signes que les reins souffrent du manque d'hydratation, ce qu'on appelle une insuffisance rénale fonctionnelle. Et l'hémogramme, l'analyse des globules, peut montrer une hémoconcentration,
Le sang est plus concentré parce qu'il manque d'eau. Et l'analyse d'urine, la source dit que c'est un point crucial. Pourquoi donc? Ah oui, l'ionogramme urinaire. C'est un indice presque paradoxal, mais très puissant. Normalement, quand on est déshydraté et qu'on manque de sel, notre corps fait tout pour retenir le peu de sel et d'eau qui lui reste. Donc, les urines devraient contenir très peu de sodium. Logique. Eh bien, dans l'IA, par manque d'aldostérone, c'est l'inverse. On trouve une quantité de sodium élevée dans les urines, souvent plus de 20 millimoles par litre. Le corps est en train de pisser du sel alors qu'il devrait absolument le garder. C'est très évocateur. C'est contre-intuitif, mais c'est un super indice. Exactement. Et à l'inverse, alors que le potassium est élevé dans le sang, on en trouve peu dans les urines, parce qu'il manque l'aldostérone pour l'éliminer correctement par les reins. Malin. Et pour les hormones elles-mêmes, on les dose? Oui, le dosage du cortisol dans le sang, la cortisolémie, c'est déterminant. Si le taux est effondré, par exemple sous 3 microgrammes par décilitre ou 83 nanomoles par litre, ça affirme le diagnostic d'insuffisance surrénale. D'accord. Idéalement, on fait le prélèvement juste avant la toute première injection d'hydrocortisone. Mais si on ne peut pas, ce n'est pas grave, on traite quand même immédiatement. On dose aussi l'ACTH en même temps. Si l'ACTH est très élevé, ça pointe vers une cause périphérique, les surrénales qui ne répondent plus. Si elle est basse ou normale alors qu'elle devrait être élevée vu le stress, ça oriente vers une cause centrale, un problème de commande hypophysaire. Et le test synactène? Oui, c'est le test de référence. On injecte de l'ACTH synthétique pour voir si les surrénales sont capables de réagir en produisant du cortisol. Mais ce test, il est souvent fait un peu plus tard, à distance de l'urgence, pour bien confirmer le diagnostic ou préciser la cause, périphérique ou centrale. Enfin, un électrocardiogramme, le CG, est indispensable tout de suite pour voir si l'excès de potassium, l'hyperkaliémie, a déjà un impact sur le cœur. Donc si on résume, forte suspicion égale action immédiate, traitement énergique sans attendre. Exactement. C'est une urgence vitale, on ne le répétera jamais assez. La personne doit être hospitalisée et le plus souvent, ça se passe en unité de soins intensifs ou de surveillance continue. Pourquoi? Parce qu'il faut une surveillance très étroite de tous les paramètres vitaux. La tension, le pouls, la température, la respiration, la quantité d'urine émise, l'état de conscience, tout est surveillé de près. Et le traitement en lui-même, il démarre sur le champ? Oui, immédiatement, sans attendre les résultats de la prise de sang. Il vaut mieux traiter une suspicion par excès que de perdre un temps précieux. Et il y a 2 grands axes de traitement qu'on démarre en même temps. Le premier, c'est corriger la catastrophe hydroélectrolytique, la déshydratation, le manque de sel, l'excès de potassium. C'est ça. Il faut remplir le réservoir, et vite. On perfuse massivement du sérum salé isotonique, du NaCl à 0,9% par voie intraveineuse. On peut avoir besoin de plusieurs litres, parfois 4 à 6 litres, voire plus, dans les premières 24 heures. Si la personne est en état de choc, le premier litre est souvent passé très rapidement en débit libre. D'accord. Parfois, en plus du remplissage, on a besoin de médicaments pour soutenir la tension artérielle, ce qu'on appelle des amines vasopressives. Ensuite, assez vite, on ajoute souvent du glucose aux perfusions, du G5 ou G10, pour traiter ou prévenir l'hypoglycémie, toujours en continuant d'apporter du sel. Et bien sûr, la surveillance biologique est hyper rapprochée, on contrôle le ionogramme toutes les 4 heures au début, pour adapter les apports en sel et en eau. Et le potassium, on n'en donne pas? Non, surtout pas au début. En général, on ne donne pas de potassium parce que l'hydrocortisone qu'on va administrer juste après va aider à faire entrer le potassium qui est en excès dans le sang à l'intérieur des cellules. Et ça va aider à corriger l'hyperkaliémie. D'accord. Et donc le deuxième pilier du traitement, c'est l'hormone qui manque. Exactement. C'est l'administration d'hydrocortisone. C'est la forme injectable qu'on utilise en urgence, l'hémisuccinate d'hydrocortisone. On commence par une dose de charge importante en intraveineux. Si on n'a pas de veine tout de suite, on peut même la faire en intramusculaire. Typiquement, c'est 100 à 200 mg d'un coup. Ok. Et ensuite, on continue, soit par une perfusion continue à la seringue électrique, par exemple 200 mg sur 24 heures, soit par des injections répétées toutes les 6 ou 8 heures, par exemple 100 mg à chaque fois. On continue comme ça tant que la personne ne peut pas prendre de médicaments par la bouche à cause des nausées ou des vomissements. Et cette hydrocortisone, elle remplace aussi l'aldostérone en urgence. Oui, c'est l'avantage. À ces fortes doses utilisées en urgence, l'hydrocortisone a aussi un effet qui ressemble à celui de l'aldostérone, un effet dit minéralo-corticoïde, donc elle aide aussi à retenir le sel et l'eau. Ce qui fait qu'en phase aiguë, on n'a pas besoin d'ajouter un autre médicament spécifique pour ça, comme la fludrocortisone qu'on utilise dans le traitement chronique. D'accord.
D'autres choses à prévoir? Si les vomissements sont vraiment incoercibles, on peut mettre une sonde par le nez jusque dans l'estomac pour aspirer le contenu et soulager le patient. Et puis comme on disait, si l'état ne s'améliore pas aussi bien qu'attendu avec le remplissage et l'hydrocortisone, il faut chercher activement une cause associée, notamment une infection grave, un sepsis, qu'il faut traiter spécifiquement en plus. Et l'évolution, ça se passe comment ensuite? Normalement, avec ce traitement d'attaque, l'amélioration est assez rapide, souvent spectaculaire en quelques heures ou jours. Dès que l'état s'améliore, que les troubles digestifs disparaissent, on peut commencer à diminuer progressivement les doses d'hydrocortisone intraveineuse, puis passer à un traitement par comprimé, souvent vers le 3e jour environ. On a bien vu le traitement d'urgence. Mais revenons un peu en arrière. Qu'est-ce qui cause cette insuffisance surrénale au départ? Pourquoi les surrénales lâchent en quelque sorte? Alors il faut bien comprendre que dans l'immense majorité des cas, l'insuffisance surrénalienne aiguë, la crise, c'est en fait la révélation ou la complication d'une insuffisance surrénale chronique qui existait déjà. Soit elle était connue du patient, soit, et c'est fréquent, elle n'avait jamais été diagnostiquée. C'est l'événement de stress, l'infection, l'opération, qui vient faire décompenser cet état qui était latent ou mal équilibré. D'accord, donc la crise aiguë est souvent la partie visible de l'iceberg. Et quelles sont les causes de cette maladie chronique sous-jacente? Si on regarde d'abord les causes périphériques, celles où ce sont les surrénales elles-mêmes qui sont malades. Alors en France et dans la plupart des pays développés, la cause numéro 1, c'est une maladie auto-immune. C'est-à-dire que c'est le propre système immunitaire du patient qui attaque et détruit progressivement ses glandes surrénales. Ça touche un peu plus souvent les femmes et parfois il y a d'autres maladies auto-immunes associées, comme des problèmes de thyroïde. Et ailleurs dans le monde? La deuxième cause fréquente, ici, mais qui est la première cause dans le monde, c'est la tuberculose. La tuberculose peut atteindre les surrénales et les détruire. On voit ça plus souvent chez les personnes dont l'immunité est affaiblie. Ensuite, c'est plus rare, mais ça peut être dû à des métastases de cancer qui vont dans les surrénales, certaines infections, notamment chez les patients qui ont le VIH, certains médicaments toxiques pour les surrénales ou des maladies génétiques. Et il y a aussi des causes brutales, vous disiez. Oui, des causes qui provoquent une destruction rapide des surrénales. Le cas le plus dramatique, c'est l'hémorragie bilatérale des surrénales. Ça peut arriver dans un contexte d'infection très grave, comme une méningococcie avec purpura fulminans, c'est le syndrome de Waterhouse-Friderichsen, ou chez les patients qui prennent des anticoagulants et qui ont un problème de coagulation. D'accord. Et les causes centrales maintenant, quand le problème ne vient pas des surrénales, mais de la commande, là-haut dans le cerveau. Là, il y a une cause qui est extrêmement fréquente et qu'il faut vraiment connaître et garder en tête. C'est l'arrêt trop brutal ou la diminution trop rapide d'un traitement par corticoïde qui a été pris au long cours pour une autre maladie. Ah oui, vous l'aviez mentionné comme déclencheur, mais c'est aussi une cause de la maladie chronique elle-même. Oui, parce que quand on prend des corticoïdes de synthèse pendant longtemps pour un asthme sévère, une polyarthrite rhumatoïde, une maladie inflammatoire, ça met au repos l'axe naturel qui produit la CTH et le cortisol. L'hypophyse et les surrénales s'endorment en quelque sorte. Et si on arrête le traitement trop vite, cet axe peut mettre très longtemps à se réveiller, parfois des mois, voire des années. Pendant ce temps, la personne est en insuffisance surrénale centrale, dite iatrogène, c'est-à-dire causée par le traitement médical. Ça fait réfléchir. Ça veut dire que prendre des corticoïdes pendant une longue durée, ça peut rendre dépendant et l'arrêt doit toujours être très progressif et surveillé. C'est exactement ça. Il faut toujours suivre les consignes du médecin pour diminuer très progressivement les doses. C'est une cause majeure d'insuffisance surrénale aujourd'hui. Et à part ça, quelles sont les autres causes centrales? On trouve les tumeurs de l'hypophyse ou de l'hypothalamus qui peuvent comprimer ou détruire les cellules qui produisent la CTH. Les suites d'une chirurgie ou d'une radiothérapie dans cette région du cerveau peuvent aussi léser l'hypophyse. Et puis, plus rarement, des événements vasculaires comme un infarctus de l'hypophyse qui peut survenir après un accouchement très hémorragique, c'est le syndrome de Sheehan, ou un traumatisme crânien grave. Ce point sur l'arrêt des corticoïdes est vraiment crucial à retenir pour tout le monde. Pour finir, et c'est peut-être le plus important, comment on peut prévenir ces crises aiguës terribles chez les personnes qui vivent au quotidien avec une insuffisance surrénale chronique? Ça, c'est l'éducation thérapeutique. C'est la pierre angulaire de la prévention. C'est absolument fondamental et très clairement, ça sauve des vies. Il y a plusieurs messages clés qu'il faut faire passer aux patients et répéter régulièrement. Lesquels, par exemple? Premièrement, que leur traitement substitutif, l'hydrocortisone, et souvent la fludrocortisone pour l'effet aldostérone, est à prendre tous les jours à vie. Deuxièmement, qu'ils doivent avoir un régime alimentaire normalement salé, surtout pas sans sel.
troisièmement, qu'ils doivent apprendre à reconnaître les signes qui pourraient annoncer une décompensation, une fatigue inhabituelle, des nausées, etc. Et surtout, savoir quoi faire en cas de situation à risque. C'est le point crucialissime. Ils doivent savoir, et leur entourage aussi, comment adapter leur traitement en cas de situation de stress. La règle générale, qui doit être personnalisée par leur médecin bien sûr, c'est souvent de doubler, voire parfois tripler leur dose quotidienne habituelle d'hydrocortisone en cas de fièvre au-dessus de 38 degrés, de maladies même banales comme un rhume ou une gastro, s'ils ont des vomissements, de la diarrhée, en cas de stress physique important, une blessure, un effort intense, ou même émotionnel majeur, ou avant une intervention médicale ou dentaire, même mineure. Ils doivent avoir l'info sur eux? Oui, ils doivent toujours avoir sur eux une carte d'insuffisance surrénale qui signale leur maladie et leur traitement. Ça peut être vital en cas d'accident ou de malaise s'ils ne peuvent pas communiquer. Et s'ils ne peuvent pas avaler leurs comprimés, par exemple s'ils vomissent? C'est une situation d'urgence potentielle. Ils doivent impérativement avoir à leur domicile un kit d'urgence qui contient de l'hydrocortisone injectable et une seringue. Et il faut qu'eux-mêmes ou un membre de leur famille ou de leur entourage proche sache faire l'injection en intramusculaire. S'ils ont des vomissements importants qui les empêchent de garder leur comprimé ou s'ils font un malaise, il faut faire cette injection immédiatement, avant même d'appeler les secours, le SAMU, le 15. C'est un geste qui peut vraiment éviter la catastrophe et le passage en réanimation. Merci beaucoup, c'était une exploration vraiment très complète et éclairante de cette urgence. Si on devait résumer les points absolument essentiels à retenir, l'insuffisance surrénalienne aiguë, c'est une urgence médicale absolue qui peut être mortelle. Oui. Ces symptômes sont hyper variés et souvent trompeurs. Ils peuvent mimer une simple gastro, un épuisement. Le diagnostic repose sur la suspicion clinique face à des signes comme l'hypotension, la déshydratation, les troubles digestifs ou neuraux, et puis sur des indices biologiques assez clés comme le manque de sodium associé à un excès de potassium dans le sang et ce fameux taux de sodium paradoxalement élevé dans les urines. Tout à fait. La prise en charge est immédiate, on n'attend pas la confirmation et elle repose sur 2 piliers. Remplir massivement avec du sérum salé et administrer de l'hydrocortisone éjectable à forte dose. Comprendre les causes, notamment la décompensation d'une maladie chronique ou l'arrêt mal géré d'une corticothérapie, c'est essentiel. Et pour les patients qui vivent avec ça au quotidien, l'éducation sur l'adaptation de leur traitement en cas de stress, c'est juste vital pour prévenir ces crises. C'est parfaitement résumé. Et ça nous laisse peut-être avec une question importante pour la suite. Sachant à quel point ces symptômes digestifs sont fréquents et peuvent vraiment égarer le diagnostic au début, comment est-ce qu'on pourrait collectivement améliorer la détection plus précoce de l'ISA, notamment aux urgences, face à un patient qui arrive et qui semble avoir juste une gastro-entérite un peu sévère ou qui traîne? C'est une vraie réflexion à avoir pour continuer à mieux prendre en charge cette pathologie qui reste redoutable.